L'équipe de Montréal dans la LPHF a dressé son bilan de saison, peut-être plus vite que ce qu'on espérait, n'est-ce pas, avec cette élimination hâtive aux mains de Boston. Mais le constat est somme toute positif parce que ça a été fait tout ça à l'issue d'une première saison historique dans la LPHF. J'ai l'occasion d'en discuter ce soir avec Stéphanie Poirier et Isabelle Leclerc. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous. On peut parler d'un bilan positif, maintenant, Isabelle, si tu veux commencer? Dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que c'était positif. C'est une équipe qui a terminé au 2e rang à une première saison, qui nous a fait vivre des émotions incroyables. On peut penser au match d'ouverture. Pour moi, ça a été probablement la plus belle réussite au niveau du circuit. On a eu des revirements, des hauts et des bas. Ça a été vraiment une équipe qui, je pense, qui a fait vibrer le public puis vraiment les amateurs de hockey féminin. Malheureusement, comme tu l'as dit, ça s'est pas terminé comme on voulait en séries éliminatoires, mais on en a quand même eu pour notre argent parce que, disons, que le coût du billet valait le coup avec le nombre de périodes auxquelles on a eu le droit. Tu as parlé du match d'ouverture, assurément, c'était un grand moment et c'était, tu as raison, de loin, le meilleur spectacle. Là. Si on parle juste de l'aspect entertaining, assurément, le meilleur spectacle qu'on a eu dans des ouvertures des 6 équipes. C'est sûr que le match au Centre Bell, 21 000, ça, c'était spécial. Puis, oui, on y était, mais les gens en parlent et on continue à en parler. Et c'est un moment fort du sport féminin. Là. Oublions le hockey qui est de ça dont on parle. Ça a vraiment été un grand moment. Mais il y a quand même un petit goût amer, là, même si c'est une saison. C'est quand même un petit goût amer en 3, de la manière que ça s'est fait. Assurément, là, quand même un peu de déception. C'est fou parce que les succès de Montréal, évidemment, se sont reflétés à travers la Ligue parce que, dans le fond, il y a eu des succès de foule. On a accueilli plus de 392 000 personnes en 72 matchs de saison régulière. Mais tu parlais du Centre Bell. Avec le record de foule, il y a eu des records aussi à la Place Belle. À Verdun, ça a été plein tout le long. Mais je regardais ça avec le recul, là. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a à peine 6 mois, on se disait, est-ce que cette ligue-là va être prête? Est-ce que ça va pas un peu trop vite? Puis finalement, aux 4 coins de la ligue, dans les 6 marchés, bien, ça s'est quand même bien passé. Bien, ce qu'on a livré, somme toute, pour le public, je pense que les gens, peut-être, qui sont à l'arrière-scène, ont peut-être vu des choses qui ont peut-être moins bien fonctionné, j'imagine, dans le monde journalistique aussi, mais ce qui a été livré pour le public, pour le fan de hockey, c'était quand même extraordinaire. Tu as nommé quelques faits saillants, mais je pense que, justement, une des raisons pour lesquelles on a vibré, c'est que la façon que ça a été rendu, ce qu'on a eu comme calibre de hockey, comme parité, comme émotion dans ces grands moments-là. On a parlé du Centre Bell, mais juste ça en soi, c'est un gros highlight dans une saison d'être capable de jouer dans des amphithéâtres comme ça. Toronto aussi le fait. Fait que moi, je pense que ce qui a été rendu était quand même exceptionnel compte tenu du temps que ça a pris pour le mettre en place, puis compte tenu de où on arrivait avant, parce que le meilleur de ce qu'on a présenté dans les années antérieures n'arrivait pas du tout à la cheville de ce qu'on a vu là. Donc, on a eu vraiment un bon spectacle sur la patinoire, mais là, il faut revenir quand même à cette élimination un peu hâtive de l'équipe de Montréal, parce que Boston avait une bonne équipe, on le savait. Mais pas à ce point-là. Comment vous expliquez cette... J'ose même pas dire une contre-performance, parce que Steph, Montréal n'a pas mal joué, malgré tout. Là. Des fois, on se demande, est-ce qu'on aime mieux pas avoir été dans le coup et avoir perdu, ou Montréal aurait très bien pu gagner en 3. Littéralement. C'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas d'équipe dans les derniers temps qui est passée aussi proche de gagner 3 matchs d'affilée et qu'ils ont perdu les 3 d'affilée dans un contexte extrêmement décevant. Donc, c'est... Des fois, on se dit c'est pas notre moment, là, puis dans le sport, ça arrive. Oui, il y a certains éléments, puis on va y revenir, mais en même temps, des fois, on n'est pas dû. Puis j'ai envie de dire que là, Montréal n'était pas dû. C'est rarement arrivé dans la vie de Marc-Philippe Poulin dans son équipe qu'il était autant pas dû. C'est pas une très belle expression, mais c'est ça quand même. Mais en même temps, on se doit absolument de dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'elles n'ont pas fait. Mais quand tu dis qu'il n'était pas dû, une des choses qu'on voit, c'est le but refusé à la fin du 2e match. Puis ça, Isabelle, c'est une erreur de l'officiel parce qu'elle était mal positionnée. Oui, ça arrive assez régulièrement. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Elle était mal positionnée, elle pensait que la rondelle était immobilisée. Au final, ça démontre juste un peu de malchance, à quel point Montréal a joué de malchance, puis que ça aurait pu être un élément complètement tournant dans la série. Au lieu de se retrouver à tirer de l'arrière 2-0, on aurait été à égalité. Ça change complètement le portrait des choses. Fait que, il y a eu des poteaux. Bon, tu me diras, il y en a eu aussi, je pense, au moins un du côté de Boston, mais Montréal en a eu plus d'un. Fait que, c'est un paquet d'éléments qui font en sorte que tu te dis, comme dit Stéphanie, la même performance, littéralement, aurait pu permettre à Montréal de gagner. Malheureusement, dans le sport, on se souvient souvent de comment ça a fini, pas comment ça a commencé, et avec raison, parce qu'au final, c'est ce qui compte le plus en termes de résultats. Mais ça demeure que je pense que c'est une saison dont on a raison d'être fiers du côté de Montréal. Puis je pense que ça explique pourquoi aujourd'hui, à la conférence de presse de leur bilan, on a parlé seulement ou à peu près d'éléments positifs. Bien, c'est parce que c'est presque tout du positif ce qui s'est passé sur la glace. On s'entend que si c'est pas Darren Frankel, cette série-là...
On en parle à peine, là, parce que Montréal aurait survolé Boston. J'évalue au moins minimalement 2-0 après la première période du premier match le jeudi soir. Puis je pense que c'est même pas un stretch de l'imagination. Elles ont été dominantes beaucoup plus. Boston a eu des moments, des bons moments quand même. Mais si on regarde le nombre de périodes jouées, particulièrement la régulière, il n'y a aucun match qui aurait dû se rendre en prolongation. C'est 4 buts sur 145 tirs qu'elle a accordé quand même. Il n'y en aurait pas eu de prolongation les 2 premiers matchs. Le premier match, sans aucun équivoque. Deuxième match, un peu plus équilibré peut-être, mais Montréal aurait tout à fait pu quand même partir avec la victoire, encore à la réglementaire, avec 10 000 personnes, très heureuses. Il y a au moins 2 matchs que Montréal a un départ canon. Là, dans le premier match puis dans le match numéro 3. Puis là, dans le match numéro 3, non seulement ça, mais il tirait des devants 2-0. Puis on se dit, bon, bien, ça y est, finalement, ça a débloqué. Puis on a trouvé une faille à Frankel. Parce que moi, Frankel, je la savais bonne. On la connaît sur l'équipe nationale et tout. Mais peut-être parce qu'on n'avait pas joué en saison régulière depuis le 2 mars, avant qu'on les rejoue à la fin de la saison du côté de Montréal. On avait comme un peu oublié. Mais elle n'est pas très grande. J'avais l'impression que ses jambières faisaient 6 pieds de long. Elle était rapide. C'est incroyable le nombre d'arrêts qu'elle a fait. Puis même s'il y avait des retours, elle était encore là. Fait que c'est sûr que ça a été un élément déterminant sur lequel Montréal avait plus ou moins de contrôle. Là, j'ai de magie. Il y a un entraîneur qui aime beaucoup parler de magie. Elle a fait de la magie. Mais là, vous êtes 2 coachs. Je veux vous entendre sur l'utilisation des effectifs de la part de Corey Sherry. Je sais que c'est l'émotion de fin de saison. Mais je veux vous entendre là-dessus parce que ça a été amplement critiqué, questionné. On a douté du fait qu'il y a des joueuses qui ont été surtaxées. Puis, lors du bilan de fin de saison, on a maintenu la ligne du côté de Corey Sherry, du côté de Daniel Sauvageau en disant il y a un contexte, vous savez pas tout. On s'est pas remis en question là-dessus. En pensez quoi? Je présume qu'on ne s'est pas remis en question là-dessus parce qu'une victoire, une défaite, c'est multifactoriel. Fait que probablement que ça a pu avoir un impact. Est-ce qu'on peut dire que c'est cause à effet? Je serais pas prête à dire ça parce qu'il y a d'autres éléments qui ont fait en sorte que Montréal aurait pu gagner et a perdu. Ça demeure que je pense pas que c'était la bonne façon d'utiliser le banc. Et la meilleure démonstration, je pense que Montréal doit avoir en quelque part reconnu son erreur, c'est que le match numéro 3 a été géré complètement différent. Donc, si on avait pensé que c'était la marche à suivre, on aurait continué de la même façon. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu plus une Corey Sherry qui est revenue à ce que moi, je pense qui était vraiment dans son ADN et qui était sa force. Moi, ce que j'ai découvert d'elle au début de l'année, puis j'ai apprécié, c'est ce flair-là qu'elle avait d'aller chercher des joueuses par-ci, par-là, des insérer sur d'autres trios, de faire des différentes combinaisons. Puis c'est ce qui a fait découvrir au public une Catherine Dubois, par exemple. Parce que dans un certain match, elle avait commencé sur un 4e trio, a été montée, a joué sur un premier trio, avait joué à 5 contre 6, avait joué sur l'avantage numérique. Puis ça, c'est une super bonne qualité d'entraîneur que pas tout le monde a, de dire, elle, aujourd'hui, un bon match, puis je lui donne quelque chose d'autre. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'elle a perdu au fil de la saison. La raison, je la connais pas. Est-ce que c'est l'ajout de nouvelles voix qui, en soi, c'est positif, mais est-ce que ça lui a fait un peu revoir sa façon de faire, prendre l'opinion de d'autres mondes, puis de gérer différemment? Ça se peut. Puis j'ai l'impression qu'au dernier match, on a revu la Corey Sherry avec le talent qu'elle avait, le flair qu'elle avait derrière le banc. Donc, c'est impossible qu'on dise que c'est correct de voir une Marie-Philippe Poulin jouer 88 minutes en 2 matchs, ce qui représente probablement 4 matchs en 2. Là. C'est fou. Surtout dans un court aspect. Puis on dit, on n'a pas remis en question. Je ne le sais pas, peut-être qu'à l'interne, ils ont assurément des discussions. Après chaque match, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait toujours. Hein? On a des discussions de groupe, on échange. Par contre, je dois être d'accord avec Isa. Dans l'optique que oui, de surtaxer certaines et de donner aucune chance à d'autres. C'est sûr qu'à un certain moment, c'est le genre de choses qui peut nous rattraper. En même temps, malgré ça, ils ont eu des performances qui étaient amplement suffisantes pour gagner. Donc, oui, c'est un facteur, mais c'est un facteur. Est-ce qu'on en parlerait autant si elles avaient gagné en 3 ce qu'elles auraient pu faire? Potentiellement pas. Donc, c'est là que la ligne est difficile. Puis des fois, quand on est dans le match, bien, quand on se dit il faut marquer, il n'y a rien de pire parce que là, on devient nerveux. L'entraîneur, comme les athlètes, on devient nerveux. Puis on se dit, bien, j'ai quand même la meilleure joueuse devant moi. Et puis ça a été le train offensif. Tu sais, Laura Stacey a une superbe saison. C'est eux autres qui ont vraiment amené l'équipe. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de retourner à ce qu'on connaît bien, qui nous sécurise, versus aller avec des joueuses. Puis, bon, il y a des joueuses qui ont peu joué, qui a eu beaucoup de blessures. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, des fois, on se fait même prendre par le rythme sans toujours 100 réaliser certains éléments. Et Corey Sherry qui prend de l'expérience aussi comme le reste de l'équipe, là, c'est une jeune entraîneuse. Parlons du bulletin final. Vous avez parlé de Catherine Dubois. Je pense que c'en est une qui se mérite une bonne note, une belle étoile dans le cahier pour terminer la saison.
des gens la connaissaient pas du tout. Bon, évidemment, nous, on la connaît un petit peu quand même. C'est vraiment une joueuse que les gens ont appréciée par son intensité. Puis ce qui est le fun pour Catherine, c'est que là, elle était mise dans une situation où son aspect physique, sa physicalité, son naturel, ce que l'ADN lui a donné, bien, lui permettait de s'exprimer. Elle n'avait pas besoin de se retenir à cause de la mise en échec. Puis ça, j'ai l'impression que à la voir jouer, ça lui donnait une espèce de liberté qu'on a souvent pas été qu'elle a souvent pas pu avoir. Parce que, bien, elle était souvent punie, à tort d'ailleurs, régulièrement. Bien, plus grande que les autres, elle ressort du lot. C'est pas de sa faute. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose. Puis les gens ont apprécié sa Anne. Puis, tu sais, de voir des gens avec un chandail du bois dans les estrades. Oui, c'est fou quand même. Tu sais, qui nullement relié, bien, c'est sûr que c'est le genre de choses. On voit la séquence, là, cette fameuse séquence, puis ensuite, elle est sortie, puis Catherine est allée marquer après. Ouais. Tu sais, c'est ces moments-là. Tu sais, on disait la foule a été conquise dès le premier match. Bien, ça, c'est ces moments-là. Bon, sa conférence de presse, évidemment. Donc, c'est ces choses-là aussi qui attirent les gens. Évidemment, on peut parler de Marie-Philippe Poulin, d'Anne-Renée Desbiens. Laura Stacey, on a appris à la connaître un peu plus, mais une qu'on a vraiment vue progresser, c'est Maureen Murphy, hein, depuis du début de la saison jusqu'à la toute fin. Oui, c'est une joueuse qui était moins connue pour la majorité des amateurs de hockey, incluant nous-mêmes. Bon, c'est une joueuse qu'on connaissait moins, mais je pense que c'est une joueuse qui s'est vraiment développée au fil de la saison, puis de se retrouver sur le premier avantage numérique où, dans le fond, elle a eu beaucoup de succès. Elle a été déterminante en fin de saison, mais je pense que c'est une joueuse qui a vraiment beaucoup de potentiel. Puis j'espère que c'est une joueuse qu'on va pouvoir conserver à Montréal. Je présume que oui, de par le statut qu'elle a eu à la fin de la saison, on peut s'attendre à ce qu'on va la revoir. Puis ça a été une belle découverte, je pense, pour tout le monde, cette Maureen Murphy. J'ai parlé avec Erin Ambrose au bilan de fin de saison. Je lui demandais, en tant que corps arrière défensif de l'équipe, comment tu as trouvé la progression du corps défensif. Puis elle me disait « Keeple ». Ça a été vraiment une belle découverte pour elle. Et l'ajout d'Amanda Boulier aussi. Elle me disait sur la glace comme joueuse, mais aussi comme personnalité dans le vestiaire. Est-ce que vous allez dans le même sens qu'Ambrose à ce niveau-là? On ne peut pas commenter la personnalité. Oui, ça, c'est plus difficile. Pas, mais, au niveau de l'apport sur la glace? Oui, bien, je pense certainement que ça a été déterminant. Quand Boulier est arrivé, on a senti que ça a stabilisé puis ça a donné un deuxième duo qui était plus fort. Moi, j'ai découvert une Keeple aussi. C'est une joueuse qu'on ne connaissait pas du tout. Je pense que c'est une joueuse qui va être appelée à continuer à se développer aussi puis qui apporte quelque chose d'intéressant. J'irais même jusqu'à dire que moi, Tabun, je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi offensive. C'est le nombre de tirs que cette fille-là a décoché, la rapidité à laquelle elle peut le faire. Moi, c'est quelqu'un que j'ai apprécié voir puis que j'ai l'impression qu'on pourrait revoir également dans le futur. C'est une joueuse physique. C'est une joueuse qui avait quand même beaucoup de minutes dans la PHF. Donc, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on découvre aussi des filles qu'on a vues dans d'autres contextes. On vient de parler d'une Murphy qui a quand même été appelée à aller en centralisation avec l'équipe nationale américaine juste avant. Elle n'a pas été choisie pour le mondial, mais c'est quand même des petits moments où on se dit que c'est des expériences intéressantes. Puis une Keeple qu'au début de l'année, on voyait moins. On a vu que plus ça allait, particulièrement, on a vu même se porter à l'offensive, être une F4, une quatrième qui joint à l'attaque, qui rentre dans l'enclave, des habitudes qu'on voit beaucoup chez une face à Toronto, des joueuses comme ça. Donc, ça augure bien, puis ça l'a stabilisé assurément la défense. Parlons du futur, n'est-ce pas? Parce que c'était l'an 1 de cette LPHF, et là, on se dit, bien, la deuxième saison, on va améliorer certains points, et là, bien, vous me voyez venir avec l'arbitrage. On espère que ça va être plus homogène d'un match à l'autre, et là, il y a une des choses qui va être assurément à établir davantage. Où est la ligne quand vient le temps de parler de la fameuse mise en échec? Je sais que les gens ont aimé le jeu physique. Je sais que les joueuses voulaient qu'on les laisse jouer aussi. Et là, je vois Isabelle. Je vois Isabelle qui pince les lèvres. Qu'est-ce qu'on fait avec la mise en échec? Bien, moi, personnellement, je n'ai pas aimé où on s'en va avec ça. C'est-à-dire que ça a commencé à un certain niveau où est-ce que c'était difficile d'établir qu'est-ce qui est une mise en échec, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui est de l'obstruction. Là, on est rendu à un autre degré complètement, où est-ce qu'on est rendu à des mises en échec dans le milieu de la glace, des mises en échec avec les hanches en plein centre de la glace. On frappe des joueuses après qu'elles se soient débarrassées de la rondelle. Il n'y a aucune intention de jouer la rondelle. Je dis pas que ça, c'est pas correct dans le hockey moderne. Ça va, c'est pas le sujet du débat, mais pour moi, c'est que la force du hockey féminin, sa beauté, son côté spectaculaire, c'est que c'est très difficile défensivement de jouer contre une joueuse que tu ne peux pas mettre en échec une fois qu'elle s'est débarrassée de la rondelle. Ce qu'on appelle un bon vieux passe-et-vent en hockey. Tu donnes la rondelle. Si on ne peut pas te frapper physiquement, tu peux passer d'un côté ou de l'autre d'une défenseuse, d'une joueuse qui joue en défense. C'est extrêmement difficile et c'est ce qui fait qu'on voyait des super beaux jeux au hockey international et au hockey féminin. Puis moi, d'avoir regardé le match numéro 4, Toronto-Minnesota, il y a 2 jours, qu'après 2 périodes, les tirs, ce soit 9-9, alors qu'on a mini Team Canada, mini Team USA, c'était pénible. C'était pas
Bon, c'était pas mauvais parce qu'il y a de l'intention, c'est un match de haut niveau, mais il y a très peu d'offensive alors qu'on a certaines des meilleures joueuses au monde sur la patinoire. Fait que ma question, c'est si on continue à aller là, est-ce qu'on va dénaturer le jeu? Puis ma question, c'est s'il n'y a pas la mise en échec, est-ce que Spooner joue en finale? Oui, elle joue dans le match numéro 5. S'il n'y a pas de mise en échec, tu me dis que c'est une mauvaise chute, c'est pas la mise en échec qui l'a blessé, mais c'est une conséquence de cette mise en échec-là. Steph, c'est-tu de trouver l'équilibre de trouver le standard? Parce que on a aimé quand même le jeu physique. Il n'y a personne qui peut dire qu'on n'a pas aimé ça. Non, puis les joueurs aussi. La ligne. Les joueurs aussi. Puis même encore, malgré... Puis il y a eu un nombre élevé de blessures. On a vu, tu sais, le LTIR, le fameux, sur la liste des blessures à long terme. Donc, il y en a eu beaucoup sur une saison écourtée de 24 matchs qui va de janvier à avril, fin avril. C'est quand même... Il y a eu beaucoup de blessures significatives. Ouais. Donc, ce qui est décevant, en même temps, on pouvait s'y attendre. Le jeu physique, c'est une chose. La mise en échec complète, je veux dire, à la hockey masculin, Ligue nationale, c'est pas l'essence, comme Isabelle disait, c'est pas l'essence du hockey féminin. On patine dans le même sens, on est sur les bords, on va finir avec le corps, c'est une chose. Dans le milieu de la glace, la plupart n'ont jamais joué ça de toute façon. Fait qu'apprendre à 30 ans à bien recevoir, à bien donner une mise en échec, à se protéger, à être consciente de qui s'en vient, la Ligue... Ça, c'est la responsabilité de la Ligue, va devoir établir le standard de ce qui est toléré, de ce qui n'est pas toléré, et va devoir émettre davantage potentiellement de suspension puis d'amende. Je m'excuse, mais le problème que je vois avec ça, c'est le fait que c'est les joueuses qui ont demandé le jeu physique, mais je pense pas que les joueuses qui jouent le jeu, là, qui sont sur la glace, qu'elles voient l'effet en ce moment, puis qu'est-ce qui est vraiment bon pour le jeu. Je pense qu'elles aiment qu'on les laisse jouer parce que c'était pas le cas auparavant. Puis mon autre question, moi, c'est si dans le professionnel, on joue avec la mise en échec complète, qu'est-ce qui va arriver des niveaux inférieurs? On va dire, hey, il faut préparer les filles à la mise en échec, on va descendre ça dans l'hockey mineur. Mais je te disais tantôt un peu à la blague, tu sais, si les filles étaient vraiment intéressées, tu vas me dire, je pense peut-être trop loin, c'est mon œil d'entraîneur, mais moi, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'on ne sera pas capable de reculer. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler des joueuses autonomes parce que les visages des différentes équipes vont changer dans les prochaines semaines. Il y a plus d'une dizaine de joueuses par équipe qui jouaient sur des contrats d'1 an. Donc, avec le repêchage, tout ça, ça va être intéressant de voir la composition des équipes l'année prochaine. Là. Il y a beaucoup de joueuses qu'on ne reverra pas, assurément, l'année prochaine. Beaucoup de joueuses parce qu'on s'attend à une arrivée massive de joueuses européennes. Donc, assurément que ça va avoir un impact. Puis ça, il faut s'y habituer. Le sport professionnel, c'est comme ça. Il y a un roulement important. Les athlètes vont devoir s'y attendre. On se rappelle la première transaction qui est arrivée un peu de nulle part. Les joueuses étaient un peu surprises, donc c'est la mise sur pied d'une nouvelle ligue, donc ils vont avoir plus de roulement dans les premières années. Puis avec le repêchage aussi, il y a les joueuses qui vont arriver plus de défenseurs, probablement, de défenseuses, hein? On s'attend à ça. Là, on savait de la profondeur à la ligne bleue. Oui, ça n'avait pas été un repêchage au départ parce qu'il y avait tant de défenseuses de premier place qu'on aura peut-être plus. Fait que c'est sûr que ça va être un peu particulier. Puis moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que le fait qu'on doive faire du roulement parce qu'on a un repêchage avec des jeunes qui s'en viennent, il y a peut-être des jeunes de Montréal, entre autres, notre équipe ici, qui n'auront pas le temps de se faire valoir suffisamment longtemps. Des David, est-ce qu'on va donner le temps à des Dalton? C'est la question que je me pose. Même une Bugeaud qu'on a appréciée plus la saison avançait. Est-ce que, justement, l'avenue de nouvelles joueuses va empêcher qu'on puisse leur donner suffisamment de temps pour se développer? Il va assurément falloir déjà un deuxième niveau. On n'aura pas le choix. Bien, on va peut-être édifier la pyramide assez rapidement. Ça, on aime ça. Hein, c'est un besoin. Ici, en Amérique du Nord, puis aussi en Europe. Dans les autres réponses qu'on a eues aujourd'hui, le fameux nom d'équipe, c'est dans les plans pour la saison prochaine. À suivre. On verra si ça va se concrétiser. C'est pas à Montréal qu'on décide, c'est la Ligue qui décide ça, mais semble-t-il que le dossier des noms, ça progresse. Et il y a aussi l'équipe de Montréal qui a dit qu'il voulait accueillir plus de partisans. Alors, ça laisse présager peut-être plus de matchs à la Place Belle. Un autre Centre Bell, 2 Centres Bell par saison, pourquoi pas? Une Québec, saison allongée. Trois-Rivières, qui ont des très beaux amphithéâtres. On pourrait se promener aussi. Hein? Absolument. En tout cas, mesdames, merci beaucoup pour la belle saison. Et merci pour ce soir. C'est un beau bilan. Moi, on repart avec plein de questions, mais avec plein d'attentes aussi. C'est le fun. Hein? Et merci à vous d'avoir été avec nous et merci de votre intérêt pour la LPHF RDS.